Vous vous dites ça vous fait peur? C'est pas ça qui me fait peur, c'est en parler. Ah, faut pas en parler. Ouais. Pourquoi? Vous le savez pourquoi? Mais non. Si vous le savez, monsieur. Vous le savez tous les quatre. Vous êtes croyant, pas croyant? Je suis croyant, je suis musulman. Ah ouais, vous êtes musulman. Je suis musulman, ouais, je suis musulman. Ouais. Et vous sentez qu'il y a une radicalisation de certains musulmans? C'est ça que vous voulez dire? Ou c'est le regard des autres sur vous qui vous gêne? C'est le regard d'abord, c'est le regard parce que c'est vrai que le bon paie pour le mauvais. Ouais. D'abord, Ouais. hein. Et pourquoi il faut pas en parler? Vous dites, faut pas parler de ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que en parler, ça fait peur. Ah. Je vais vous faire une confidence. On n'a même pas osé écrire le titre du film sur le camping-car. Je peux vous poser une question? Je suis journaliste. Oui, Pour oui. France 4, la caméra est là-bas. Oui, Oui? Vous savez qu'il y a une mosquée là-bas. oui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je m'en fous du moment qu'on me dérange pas. Hein. Ouais. Ah, il faut être logique, tout le monde peut vivre en bonne harmonie. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord, madame? Oh bon, j'habite Aubervilliers dans le 9-3, alors imaginez un peu le travail. Ça fait 71 ans que j'y suis, alors je connais tout le monde. Alors ça va, vous arrivez à bon vivre, temps, vous êtes bien, vous? Parce que j'ai connu comme ça, qui sont comme ça, ils me respectent. Ouais. Ils respectent pas tout le monde. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est dans leur personnalité, malheureusement, ils sont comme ça, toujours agressifs. Ou alors c'est des niques ta mère, comme ça à tout bout de champ. Mais ça, c'est pas forcément les musulmans, ça. Ah si, c'est beaucoup eux. Hein. Bah, c'est les garçons entre eux qui déconnent, non? Non, bon, moi je suis pas raciste, hein, j'ai des petits enfants beurre, mais je vois que c'est pas la même mentalité que nous, ils sont pas élevés comme nous. C'est-à-dire, je peux pas vous dire, moi. Déjà, mon petit-fils, il a 5 ans, comment il est? C'est un kamikaze. C'est son sang. Je sais pas, il est comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Ça n'existe pas le sang, c'est l'éducation qui fait les gens. Il y a le sang qui parle, attention, hein, attention. Bon, ils sont un peu quelque part pardonnables. Ah, moi, je deviens révolutionnaire avec tout ça. Ah bon? Ah oui, monsieur. Faire un film sur l'islam, c'est casse-gueule. Parce que les religions, c'est sacré. Et comme le christianisme, l'islam prétend à la vérité. Ce qui est compliqué pour une discussion. Depuis le 11 septembre, l'islam radical peut légitimement nous faire peur. Alors c'est pour chercher une autre voie que celle de l'exploitation politique et du repli identitaire que nous avons entrepris ce documentaire. En commençant par Roubaix, dans le nord de la France. Dans le sens étymologique toujours, on a parlé de islam veut dire salam, paix et ainsi de suite. Aussi, islam, en langue arabe, veut dire protection, Soumission. préserve. Sur une radio locale de Roubaix, on traduit le mot islam par protection. Moi, j'ai toujours entendu parler de soumission. Intéressant. On y va. Salam alaikum, John Paul le Perse. Allez, Rani, c'est où? Des êtres humains. Et donc il y a deux sortes de traductions. On ne peut pas prétendre à la traduction du Coran directe. C'est ça, le truc, c'est super compliqué, parce que moi, je lis des choses dans le Coran et on me dit, mais c'est pas une bonne traduction. La traduction des sens du verset. Le Coran a été révélé en arabe, donc il faut le lire en arabe. Yes, sir. Speak English? Yes, of course. Speak Arabish. Voilà, c'est tout. Ben non, si je dois apprendre l'arabe avant de parler, ça va pas. C'est vous l'imam de Villeneuve d'Ascq? Oui, c'est moi-même. Qui parlait d'islam avec tant d'amour. Vous parliez tout à l'heure d'islam. Moi, je pensais qu'islam, ça voulait dire soumission. Oui. Et vous n'avez pas fait cette traduction-là? Oui, j'ai dit que c'était une traduction faussée. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que le terme islam, le mot islam, c'est l'un des attributs de Dieu pour les musulmans. Et Dieu s'appelle en arabe salam, c'est-à-dire la paix. Le Coran, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas le comprendre
sans écouter et étudier la biographie du prophète. Trop compliqué ce Coran. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont compliquées. Ouais. C'est pour ça qu'il faut avoir de la science pour pouvoir, comme j'ai toujours dit, il faut savoir nager pour rentrer dans l'océan ou dans même la piscine. D'accord? Donc il faut avoir un bagage et des connaissances pour pouvoir comprendre et l'appliquer. Monsieur l'imam, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Il est sympa cet imam. Mais ça veut dire que si on ne peut pas comprendre les subtilités, on ne peut pas critiquer. Et moi, ne pas pouvoir remettre les choses en cause, ça me file des boutons. Roubaix, l'ancienne capitale mondiale du textile, est aujourd'hui une des villes les plus pauvres de France. La population y est particulièrement jeune et de culture musulmane. Nous sommes attendus par les responsables d'une association. Ils s'occupent d'une des 5 mosquées de la ville. Donc on est chez vous là? Tout à fait, bienvenue à Roubaix. Bienvenue à Roubaix. Ouais, on est chez les ch'tis ou on est... Vraiment chez les ch'tis, on est vraiment chez les ch'tis, bienvenue chez nous. On n'a pas de quien à vous proposer, ni Fenaco chez nous. Mais la chaleur elle est dans le cœur. Faites voir. Je vous conseille d'entrer dans une mosquée un jour. C'est doux, propre et calme. On a décidé de s'installer à l'étage. C'est plus tranquille. Mais attention, ça va pas être de la langue de bois. On va être bousculé, surpris et même choqué. Vous m'avez dit qu'aujourd'hui, vous les jeunes musulmans de Roubaix, vous vouliez pas faire comme vos parents. Oui. Vous avez dit quoi sur vos... Qu'est-ce que vous reprochez à vos parents? C'est pas que je leur reproche. Leur priorité à eux, effectivement, ils sont arrivés dans les années 60, 62, c'était s'intégrer. Ils ont fait en fonction de ce qu'ils pouvaient, avec leurs freins. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas se permettre de dire on fait le dos rond. On ne peut pas se permettre de dire on ne sait pas. Chez nous, dans notre communauté, quand je parle de communauté, qu'on se comprenne bien, la communauté musulmane, des Français, de croyances musulmanes. On a des professeurs, on a des avocats, on a des responsables, on a tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'islam, c'est structuré. On sait se structurer. Aujourd'hui, pour que le musulman soit représenté en France, il faut qu'on soit un point électoral. On n'a pas le choix. Il y a tout dans la religion. Oui. Il y a tout. Oui. Moi, je connais la Bible et je connais beaucoup moins bien votre Coran, mais je l'ai lu. Si vraiment vous l'avez lu entre nous, vous serez devenu musulman. Mais bon, ça c'est que vous l'avez mal lu. Vous l'avez très mal lu. C'est pour vous dire simplement que le Coran, c'est... Je peux pas l'accepter, ça. Non, mais c'est... Je peux pas l'accepter. Pour vous dire dans le sens quoi? Dans quel sens je le dis? Je le dis dans quel sens? Laissez-moi terminer. Avec gentillesse et avec un sourire, et vous me touchez la main. Voilà, c'est vraiment... C'est fraternel. C'est fraternel. Mais je vous combattrai si vous me dites ça. Voilà, c'est dit. Il y a des femmes... Je veux bien respecter la religion, mais je défends mon droit de critique. C'est un principe républicain. On reprend la discussion. Effectivement, l'islam fait peur. On va reprendre ce sujet-là. Alors, on va revenir à l'islam, elle fait peur. À qui la faute? À qui la faute? L'État ne joue pas son rôle. Vous, les médias, vous ne jouez pas votre rôle. Les médias, vous êtes les premiers à véhiculer, informer, répéter. Répétez quoi? Répéter de l'information, que ce soit les talibans, que vous parlez de l'Irak. Vous parlez d'un sujet qui est de la Palestine. Donc, tous ces trucs-là, vous les véhiculez, mais d'un côté, pas très objectif. Les talibans, vous les condamnez. Oui. Parce qu'ils ont fait aux femmes, aux enfants, vous le faites. Moi j'écoute depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de dire les talibans représentent les musulmans. C'est ce que je comprends un petit peu de votre question. Non, c'est pas ça. Bon alors, je me suis trompé, mais par rapport aux talibans... C'est vous qui m'avez parlé des talibans tout à l'heure. Moi je parle des talibans. Les talibans c'est comme chez nous. Si vous savez, chez les Algériens, chez nous, parce qu'on est de la même famille, on a un petit peu français, tendance... vous, non? Français. On a un petit peu tendance... Il a dit algérien. D'origine algérienne, excusez-moi. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. On a un petit peu tendance à confondre tradition et religion. Oui, tradition et religion. Et c'est ce qui s'est passé avec les talibans. La culture, dans certains pays, voire même ici, elle prime sur la religion. Ça veut dire que la culture, elle passe au-dessus de la religion. Même si l'islam l'interdit, eux, dans leur culture et dans leurs mœurs, ils le gardent. Est-ce que frapper sa femme, taper la burqa, ou je sais pas, c'est là, tout ce qu'ils font là-bas, flageller, ou ainsi de suite? La lapidation. Lapidation. Moi, je serais dans un pays musulman, je dis oui. Musulman. Bah oui, c'est la loi divine. C'est une loi divine. Couper la main à un voleur, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas divine, c'est une loi. Non, elle est loi divine. C'est une loi divine. Mais les lois, elles doivent être divines ou elles doivent être contrôlées par les hommes? Attendez, moi je parle dans un pays musulman. Ouais, d'accord. Dans un pays Mais si la France devenait un pays musulman, par exemple, Roubaix, vous êtes en passe de devenir majoritaire. Si la France devenait majoritairement musulmane, la loi divine s'appliquerait?
Moi, je serais un partisan, effectivement, de dire que si demain la France devient musulmane, bah, effectivement, c'est la charia qui devrait prendre le truc. Et alors... Juste un truc, là vous me faites peur. C'est vrai? Ouais. Non, faut pas avoir peur. Si... Oui, on va passer de côté. C'est bon, merci. Il faut vraiment... Il y a une prière, c'est ça? Non, parce que ça résonne et là, ils sont... Bon, là, visiblement, notre conversation est terminée. C'est vrai qu'on s'est un peu lâché. Oui, c'est sûr qu'on est emporté. Bon, donc, chacun essaye d'argumenter comme il veut. Il est prévu que nous visitions le site de la future mosquée. Là, on va sur la nouvelle localisation de la future mosquée. Ouais. Donc, on a... Reste que la conversation de tout à l'heure a laissé un malaise. Les jeunes musulmans sont inquiets. En off, ils me demandent de ne pas diffuser leur position radicale sur la lapidation. Je leur explique que ce n'est pas possible, car en plus, ils l'ont répété à plusieurs reprises. Pour détendre l'atmosphère, petite visite sur le site, on parle architecture et social. Donc c'est là que sera la mosquée, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc là, ça sera la partie culturelle et cultuelle. Ouais. Donc, comme vous le voyez, c'est bien une architecture d'époque. Donc on garde le contexte industriel, très important à nos yeux. Donc avec les toitures en shed, qui pour moi est magnifique. Le shed, les toitures en shed, c'est ça, c'est les pans coupés. C'est vraiment Roubaix. Ici, on reconnaît Roubaix. On rentrera dans une mosquée, mais on saura pertinemment qu'on est à Roubaix. Roubaix n'est pas, et on veut pas, et n'est pas une ville islamique. Et là, c'est drôle. On avait juste terminé le tournage, Mathieu faisait des images d'illustration et ils ont tenu à faire cette dernière déclaration. Le système français, si on peut le comparer à d'autres pays, quelle liberté, sincèrement, quelle liberté de la vivre. C'est dommage que justement, comme le disait tout à l'heure une autre personne, c'est qu'on fasse attention à une minorité, mais la majorité des gens, je crois qu'on est tous satisfaits. On est super satisfaits du système français. On arrive à vivre notre religion sans complexe, sans mal et en toute liberté. Voilà, j'ai tenu à leur laisser dire cette dernière phrase. C'est plus honnête. Reste que nous quittons le Nord avec plus de crainte qu'en y arrivant. Que des jeunes citoyens français et musulmans ne soient pas viscéralement opposés à la charia me laisse sans voix. Cela veut dire que les principes républicains ne sont pas partagés. Il n'y a pas si longtemps, c'était l'Église catholique qui faisait régner sa loi divine. Et il a fallu se battre pour repousser ce pouvoir religieux et imposer la loi des hommes. Il reste encore quelques nostalgiques catho-traditionalistes. On a décidé d'aller les voir. C'était le jour de Pâques, à la sortie de la messe. Bonjour monsieur. Vous avez vu, on est arrivé pour parler d'islam. Oui, mais je ne suis pas spécialiste de la question. Donc, Ah ouais, vous êtes spécialiste de quoi? De la religion catholique, donc je suis le mauvais interlocuteur, je pense. Ouais, plutôt catholique. Oui, mais c'est pas moi qu'il faut interroger, je pense. C'est le même Dieu, non? Je ne répondrai pas à cette question. Ah ouais. Bon, moi je croyais. Je vais aller voir. Merci. Je vous accompagne si vous voulez. Bon bah, oui, hein. Jusque-là, on a été très bien accueillis chez les musulmans. Eh bien, ça va être beaucoup plus difficile avec ces chrétiens-là. Voici l'abbé de Saint-Nicolas du Chardonnay. Ah, bonjour, monsieur. Monsieur Xavier Beauvais. Comment allez-vous? Regardez bien, c'est du brut. On se connaît déjà. Mais si, vous savez, on se connaît. On vient parler d'islam. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes le prêtre de là. Attendez. Non, on ne peut pas parler d'islam ici? Mais monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. On vient parler d'islam. Vous n'avez rien à faire ici? Mais c'est un débat citoyen. C'est l'Église catholique, on n'a rien à faire ici. L'islam vient de l'Église catholique. Laissez ce micro, monsieur. Mais vous êtes violent, hein? Philippe, le deuxième caméraman, vient de se faire agresser par derrière. Mathieu le voit dans son viseur et court à son secours. Là, j'arrive et je me fâche. Vous n'avez pas le droit! Vous n'avez pas le droit! Vous n'avez pas le droit! Nous allons porter plainte! Portez plainte, allez. Vous filmez bien ce monsieur! Mais ça va pas, monsieur! Attention, monsieur, hein! Allez. On fait un coup de pied, un coup de poing. Allez dans votre église si vous voulez. Allez dans votre voiture et partez. Mais non, on est là, on est. Chine, c'est la République là, ici, c'est la monsieur. rue, on y a le droit. Putain, j'ai perdu mes lunettes, moi. J'ai appelé la police. En 3 minutes, ils sont sur les lieux. Ah, ils sont contents de nous voir partir. Depuis que le pape Benoît XVI a décidé de réintégrer les lefévristes dans l'église, ces traditionalistes se sentent pousser des ailes. Mais attention, ce ne sont pas des anges, mais bel et bien des intégristes. Et comme les autres, ils ont la vérité.
Pendant des siècles, nous avons subi leur pouvoir. Pendant la Révolution, nous leur avons coupé la tête. En 1905, nous avons voté la séparation entre l'Église et l'État, le religieux d'un côté, la vie politique de l'autre. C'est notre République laïque et il faut la défendre contre tous ceux qui veulent la combattre. On va parler d'islam dans la région lyonnaise. Philippe, tu veux bien fermer la porte, s'il te plaît? Ah, regardez. Où elle est, ma fille? Parlons de... L'islam. Ah oui. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Rien du tout. Pourquoi? Parce que j'ai rien à dire. Vous voulez pas en parler? Non. Je veux pas critiquer, c'est tout. Mais bon, ben, moi je trouve qu'il y en a trop et l'autre qui s'est mis son machin jusque-là. Qui ça? Ah, la fille qui est là-bas, là, oui, qu'on a vu passer. Moi, ça me plaît pas. Ouais. Écoutez, on croise des femmes, on ne sait même pas si c'est une femme ou un homme caché derrière. Vous voulez qu'on aille la voir, la dame? Non, non. On peut aller lui parler? Non, j'ai pas envie de leur parler. Ouais. Puis, écoutez, trouvez quelqu'un d'autre, mais moi Je ne veux pas vous déranger plus, madame. Merci en tout cas. Allez. On verra, elle sent que vous êtes énervé, vous voyez. Je peux juste vous parler quelques instants, s'il vous plaît. Moi, elle l'a fait comme ça, juste pour caméra. Vous mettez pas le niqab alors? Vous non plus? Non. Et vous connaissez des femmes qui sont obligées de le porter? Non. Vous? Non plus? Ah, c'est toujours un choix? Oui, toujours un choix. Ouais. Surtout les dames, les très belles, elle a fait le niqab comme ça pour les hommes. Voilà. Pas attiré, ouais. Moi, je suis musulmane. Hein. Ah bon? Le burqa, je suis contre. Ah ouais? Bah oui, il y en a qui sont obligés de le mettre, quoi. Elle vous en dit? Bah oui, il y en a, je connais pas mal, qui sont obligés de le mettre, qu'ils puissent sortir en liberté sans que le frère ou le père derrière, quoi. C'est pour pouvoir sortir en liberté. Voilà, pour eux, quoi. Oui, en liberté, sortir sans être accompagné. Bah, quand parfois on parle de ça, je leur dis, dans le Coran, moi, d'après le Coran que je connais, normalement, on n'a pas soutenu un maître. Et alors, elles disent quoi? Ils disent, maintenant, il faut bien vérifier. De toute façon, il y a toujours une autre version, de toute façon. Traduction, interprétation, même les musulmans ont du mal à s'y retrouver. Face à cette confusion, la République essaye de réagir. On va voir un député communiste, voilà, c'est là. André Gérin, député du Rhône, qui nous attendent dans leur permanence. Les questions posées à la France et à son peuple sont colossales. C'est lui qui a présidé la commission parlementaire pour interdire le port du voile intégral. Il a supervisé la rédaction du rapport. André Gérin a longtemps été maire de Vénissieux, ici, dans la banlieue de Lyon. Aujourd'hui, il est député, mais il habite toujours la ville. Donc là, vous avez on est sur le plateau des Minguettes. C'est de la cité des Minguettes qu'est partie la marche des Beurs en 1983. Un lieu symbolique dans la lutte contre le racisme. Bonjour madame. Est-ce qu'on peut vous poser une question, monsieur, madame? On est sur l'interdiction du port de la burqa et du voile intégral. Non? 3 minutes. On cherche une dame, vous êtes musulmane? Oui. Bonjour dame. Monsieur Gérin, vous connaissez monsieur Gérin, le député? Oui. On se pose la question de... Est-ce que vous pensez, comme monsieur Gérin, qu'il faut, pour les femmes qui portent le voile intégral, je parle que du voile intégral, est-ce qu'il faut l'interdire, comme veut le faire monsieur Gérin? Non. Non. Faut pas l'interdire. Non, faut pas l'interdire. Dans la rue? Donc, dans la rue. Mais... On se parle tous les deux? Donc dans la rue, elle est libre. On se parle tous les deux? Oui. Et c'est bien que je puisse voir votre sourire comme le mien, qu'on puisse se parler avec sa personnalité et votre féminité et moi, ma personnalité. Et aujourd'hui, c'est respecter les valeurs et les traditions de la France. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous, mais
Il y a des limites, comment dire. Et c'est pas des voyez recommandations des responsables du culte musulman. Oui, oui. Vous êtes d'accord? C'est une minorité qui impose ça. Les hommes qui empêchent une femme de voir un médecin homme, les hommes qui empêchent une femme de... Ouais. Ça n'a rien à voir avec la religion, cela. Oui, ça n'a rien à voir avec la religion, mais c'est les pratiques du Moyen-Âge. C'est les pratiques du Moyen-Âge. Oui, oui, mais si son mari qui lui impose de ne pas voir un médecin homme, donc c'est son droit, non? Non. C'est pas son droit? Non, c'est hors la loi. C'est hors la loi? Bien sûr. Bon. Normalement, il devrait même être sanctionné par la justice. Oui, mais... C'est pas la liberté, ça. Oui. Merci à vous. Amitié. On va y aller. Mais vis-à-vis de la relation dans la société, vis-à-vis de l'espace, il y a un malaise qui est vécu dans la société française, y compris chez les musulmans. Mais je comprends, mais juridiquement, on ne pourra jamais interdire aux gens de s'habiller comme ils veulent. Mais ils s'habillent comme ils veulent, sauf que le visage, c'est pas un habit. On sera obligé de dire, de prendre se couvrir le visage réponse de sécurité. C'est juste en cas de... Pour une question... Pas seulement de sécurité, de respect d'autrui. Il n'y a pas de république s'il n'y a pas de visage. L'individu, il ne peut pas être anonyme. D'accord, bah arrêtez-vous là. On va se garer. Avant de se quitter, le député communiste tient à me montrer la mosquée qu'il a contribué à faire construire. Le bâtiment est situé juste devant l'usine où il travaillait comme ouvrier avant de faire de la politique. En France, beaucoup de municipalités essayent de faciliter l'obtention d'un terrain pas trop cher afin que les musulmans disposent enfin d'un lieu digne pour se retrouver. Bel endroit. Le coût du bâtiment restant à la charge de la population musulmane locale. Une exigence est posée, que l'argent ne vienne pas d'un pays étranger. On doit rentrer à Paris. La loi contre la burqa, en plein débat sur l'identité nationale, est mal vécue par beaucoup de musulmans français. Ils ont l'impression qu'on a remplacé le mot arabe par musulman. Ça fait moins raciste. Certains radicaux utilisent ce malaise pour politiser l'affaire, comme ici, à Drancy. Une mosquée a été construite et c'est la guerre pour le pouvoir. Alors on importe le conflit israélo-palestinien pour mobiliser. Un certain collectif, Cheikh Yassine, du nom d'un ancien dirigeant du Hamas, opposé à l'existence d'Israël, a envahi la mosquée et posté la vidéo sur Internet. Celui qui veut que je parle, lève la main. Ils exigent le départ de l'imam de la mosquée, dénoncé comme l'imam des Juifs. Monsieur Chalgoumi. Bonjour. Bonjour, très bien et vous? Très merci bien, de nous recevoir. Je vous en prie. L'imam des Juifs parce qu'il a rencontré des responsables du CRIF, l'organisation des Juifs de France, proche du pouvoir de Tel Aviv. Il s'est aussi prononcé contre le port de la burqa. C'est donc ici qu'il y a eu des musulmans qui sont venus et qui ont pris la parole au mois de janvier dernier. Tout à fait. Et qui ont demandé votre départ. Malheureusement, ils n'ont pas respecté la sérénité du lieu. Ouais. Situation délicate pour vous, là. Vous êtes l'imam des Juifs, ça y est. C'est ce qui est dit dans des tracts et sur Internet. Pourquoi vous êtes l'imam des Juifs? Et moi, je suis l'imam de Drancy. Drancy, c'est la ville de déportation. Drancy, c'est la ville de son histoire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose... Oui, de déportation des Juifs. Tout à fait. Oui, il faut le préciser. Oui, il y a eu un camp à Drancy. On a concentré les Juifs. 70 000 Juifs qui étaient déportés de Drancy. Et le destin, il a voulu que je sois l'imam de cette ville, quand même. Deuxième chose, que je suis un imam de rapprochement. Chaque événement qu'on a fait, quel que soit l'Aïd ou au Ramadan ou quel que soit l'événement, il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, il y avait de tout le monde. Mais ces fanatiques, ils visent que la communauté juive. On vous a reproché d'inviter ici des responsables du CRIF pendant les événements à Gaza. Et donc de ne pas respecter notamment le combat du peuple palestinien. C'est là-dessus que ça a démarré. Non. C'est là-dessus qu'ils ont pu accrocher. Oui, accrocher, c'est des fanatiques. J'étais sur place 2009 à Gaza. J'étais présent avec un rabbin et un prêtre.
pour montrer que nous, les citoyens français, on peut vivre ensemble en harmonie. Si la cause palestinienne elle était utilisée pour avoir des solutions, pour montrer la réalité, oui. Mais si c'est utilisé comme une cause politique ou cause comme un fonds de commerce pour manipuler certains, tout ça, il y aura la catastrophe dedans. Tous les vendredis, les opposants à l'imam Chalgoumi manifestent devant la mosquée. La police est présente pour empêcher de nouveaux troubles. La honte, la honte, la honte, la honte. Qu'est-ce qui se passe? Interdire à des musulmans d'aller prier dans leur lieu de culte. Ce sont des sionistes qui nous empêchent de venir prier dans nos mosquées. Bah non, là c'est la police là. Non, c'est pas la police. La police, elle exécute depuis tout à l'heure. Ils savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. On est d'accord avec le principe que ce monsieur-là, ça coquine avec le CRIF. On est d'accord avec ce principe-là. Et le CRIF, on sait très bien que c'est un bureau israélien en France. On le sait très bien, on en est conscient. On dirait que vous importez le conflit de l'autre côté. Mais c'est normal, c'est ça. C'est du mot éternel depuis des années. On fait la prière, on est en train de faire le conflit. Vous voulez quoi en fait, vous? C'est quoi votre problème? Moi j'essaie de comprendre ce qui se passe ici. C'est pas comprendre. L'affaire, on la connaît, tout le monde la connaît depuis très longtemps, d'accord? Il y a plein de gens qui connaissent pas. Non, l'imam d'ici, il a été mis par des sionistes, d'accord? Ils veulent un imam de France. Nous, on n'en veut pas. Allez, c'est bon. On n'a pas besoin de plus. Non, mais franchement, vous me dérangez, là. L'islam de France, c'est en gros un islam qui s'adapterait aux principes de la République. Mais ce n'est pas encore bien défini. Les manifestants vont aller faire la prière ailleurs. Certains militants sont restés sur le parking. D'autres fidèles sont à l'intérieur de l'enceinte, mais ils sont arrivés trop tard pour entrer dans la mosquée. Enfin, les croyants sont rassemblés dans la prière. Une parenthèse éphémère. Il y a ceux qui sortent avec la banane et ceux qui soufflent sur les braises. Vous serez jugé le jour du jugement. Par Allah subhanahu wa ta'ala, vous serez jugé. On donne son argent au CRIF et vous êtes là, vous acquiescez, vous dites oui. Vous continuez à prier. Alors que des musulmans se font recaler à l'entrée, comme si c'était une boîte de nuit. Dès qu'il avait arrêté l'équipe tout autour des mille. Toute l'équipe, elle a été virée. Ils sont auto-virés, c'est normal. Ils peuvent pas. Ils sont halal à l'intérieur, ils sont propres à l'intérieur d'eux. Regardez autour de vous, c'est plus une mosquée. Il a ramené que des responsables tunisiens devant lui. Tunisien du bled. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il dit? Comment? Il n'y a pas de Tunisien, il n'y a pas ici, c'est l'islam. Mais lui, c'est un raciste. Arrêtez de dire ça, C'est un raciste. Et ici, c'est l'islam. Justement, il veut faire l'islam de France. C'est qu'un seul islam. Moi, je suis un syndicaliste. J'ai défendu les travailleurs d'importe les quatre nationalités. Et aujourd'hui, ici, c'est l'islam, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de nationalité qui existe. On a gardé cette séquence parce que c'est important de montrer qu'il y a du racisme entre les musulmans eux-mêmes, selon les nationalités, les origines ethniques ou les traditions religieuses. En fait, il y a autant de différences entre les musulmans de France qu'entre les Français en général. La proportion d'abrutis est également comparable. Tous les ans, les musulmans de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, se réunissent au Bourget, une grande kermesse populaire qui rapporte beaucoup d'argent et qui rassemble les plus traditionnalistes de l'islam de France. Bonjour madame. C'est là-bas. Vous venez acheter des vêtements? Pas du tout. Ah non? Non, pas du tout. Parce qu'ici, il y a plein de vêtements là. Tout à fait, il y a plein de vêtements, il y a plein de livres, mais c'est pas du tout... Vous venez faire quoi alors? Je suis venue faire quoi? Je suis venue contester en fait ce qui s'est passé à la mosquée de Drancy et faire passer un message à tous les musulmans de France pour ce qui s'est passé et que comme quoi ça a touché notre communauté dans la totalité. Moi je viens du Nord et je suis venue spécialement pour cette occasion pour parler à tous les musulmans de France et leur expliquer qu'on ne veut pas d'un islam de France et encore moins du CRIF qui commande nos mosquées. Vous, il faut jamais vous voir? Moi, il faut jamais me voir. Si, ma famille me voit. Ouais. Donc c'est assez suffisant. Et donc on conteste aussi le fait de... Pourquoi je peux pas vous voir? Pourquoi vous pouvez pas me voir? Par pudeur, tout simplement. Parce que c'est une soumission envers mon Seigneur et non envers mon mari, comme beaucoup de personnes peuvent le penser et peuvent le croire. Parce que il vient d'où votre vêtement? Il s'appelle comment? Alors ça s'appelle un niqab.
Niqab. Un niqab en français. Et il vient d'où? Il vient de la religion musulmane et non pas, comme on peut le croire, de la péninsule arabique. Non, c'est pas écrit dans le livre. Moi, on m'a dit que c'était pas du tout dans votre livre. D'accord, donc en fait il y a une divergence. Certaines personnes peuvent penser qu'il n'est pas écrit. Moi je pars du contexte qu'il est écrit parce que quand on parle du verbe rabattre, parce que Dieu dans le Coran nous dit « Et dites à vos femmes de rabattre leur grand voile », rabattre c'est comme ça, c'est pas comme ça. Ça c'est couvrir et ça c'est rabattre. Qui vous l'a dit ça? Qui vous l'a dit? Tout simplement les grands imams comme Ibn Kathir, rahmatullah alayh, qui sont venus et qui ont fait des exégèses du Coran, tout à fait. Moi, ça me fait peur de vous voir comme ça. Pourquoi peur? Que je peux pas vous voir, c'est-à-dire que je peux pas vous rencontrer. Mais vous voyez mes yeux? Oui, mais ils sont très jolis, ils sont très beaux, mais je peux pas regarder autre chose. Vous comprenez? Je peux pas vous rencontrer. Mais ça, c'est par pudeur. Alors que vous pouvez me voir. C'est une question d'habitude, après on s'y fait. Vous la connaissez, cette dame? On a bavardé un petit peu, et voilà. D'ailleurs, vous voyez, elle s'exprime, elle parle. Après tout, rencontrer l'autre, ça passe d'abord par la communication, c'est-à-dire ce qu'on a à dire. Si, pour moi, l'islam, c'est de porter la burqa. Bah, laissez-moi apporter ma burqa. Je ne dérange personne. En sachant qu'on est minoritaire en France. On n'est pas beaucoup. On est quoi? Les maximum 300 personnes. Il n'y a pas plus que ça, monsieur. Merci. Merci bien, madame. Merci. Non, pardon, par contre, je ne sais pas. On ne peut pas se toucher? Non, je suis désolée, je ne sais pas les sœurs. Vous savez très bien, mais vous avez essayé à la fin de Vous êtes une citoyenne. Je sais très bien. Très bien. Pour moi, vous êtes une citoyenne. Tout à fait. Voilà. Donc je serre la main à tous les citoyens, je crois. Je préfère vous dire au revoir et à très bientôt. Merci. Plutôt que de vous serrer la main. Très bien, merci. Je vous en prie. Au revoir. Après la rencontre avec la femme en niqab, qui d'ailleurs ne m'a pas donné son nom, un homme a voulu me parler, c'était urgent. D'abord, il voulait pas de la caméra, puis il a accepté. Tu m'as dit tu, parce qu'on se tutoie, on se connaît pas, hein, mais, tu m'as dit tu tout de suite, parce que tu connais la télé libre. Tu es allé voir cette dame, tu lui as dit quelque chose et on n'a pas voulu qu'on filme. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ce que je lui disais. Ça n'engage que moi, d'accord? Ça n'engage pas tous les autres musulmans. En tant que musulman, regarde, j'ai toujours été contre le niqab. Le niqab, c'est ce que porte la dame, ouais. Mais aujourd'hui, je suis pour défendre toutes les libertés individuelles. Si cette femme a envie de porter le niqab, bah, je suis désolé, on n'a pas à lui interdire. C'est son choix. Tu sais, et en ce moment, depuis quelques temps, enfin depuis que l'autre il est là, j'ai l'impression de prendre des claques tous les jours. Mais c'est systématique. Et franchement, j'ai une vraie rage aujourd'hui, une vraie rage. Et ça, nous devons le comprendre. Même des musulmans modérés attachés aux valeurs laïques se sentent stigmatisés par l'exploitation politique de l'islamophobie. Oh, mademoiselle, vous avez l'air pressée. Où est-ce que vous allez? Il y a Tariq Ramadan. C'est important, cet homme-là? Oui, très. Pourquoi? Pour son éloquence, je pense. Bon, on va aller le voir aussi. Un homme surfe sur cette frustration que ressentent les musulmans de France. Tariq Ramadan, un personnage séduisant, brillant, mais politiquement trouble. Il prône tantôt la modernité, tantôt la tradition. Lors d'une de ses grandes messes, nous avons choisi un passage surprenant. Écoutez. L'islam pour nous est une grande religion, mais les musulmans ont des contradictions aujourd'hui. Savoir les regarder en face et sans complexe. Il y a des gens qui viennent vers moi des conférences et disent « Mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit qu'on pouvait être raciste? Pourquoi tu dis qu'on a des problèmes? Mais parce qu'on est raciste. Parce qu'on a des problèmes avec les femmes. Parce qu'on a des problèmes dans notre communauté qu'il faut réformer. Il faut cesser de penser que l'autocritique, c'est de faire gagner l'autre. L'autocritique constructive, c'est de nous faire toujours gagner nous. Il veut gagner. Et il est fort, cet homme. Il ose revendiquer une autocritique des musulmans. Dommage qu'il ait refusé de me rencontrer, et à 2 reprises. La raison invoquée, ne veut parler à la télévision qu'en direct. Pas confiance, donc. À travers ses livres et ses DVD, Ramadan trouve un public de plus en plus large. Pour décrypter son discours, j'ai rendez-vous devant l'Assemblée nationale avec un journaliste. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien. Il suit depuis longtemps l'évolution de l'islamisme politique. Ce que j'observe depuis plusieurs années, c'est que l'islam est instrumentalisé à des fins politiques et idéologiques. Et c'est une idéologie politique qui se présente comme une alternative au monde difficile dans lequel nous vivons, c'est-à-dire l'idéologie dominante, ultralibérale, égoïste, matérialiste, etc. Et le
corpus islamiste, parce qu'on là on est dans l'islamisme, c'est-à-dire cette idéologie politique qui instrumentalise l'islam, donne l'impression d'apporter toutes les réponses à ces questionnements que peuvent se poser les uns et les autres, et notamment les jeunes. Et d'ailleurs, quand on entend aujourd'hui des responsables d'associations parler, je pense à l'UOIF, les fameux, enfin, qui s'inspirent de la pensée des frères musulmans, et qui sont même les représentants des frères musulmans en France, on ne les entend pas parler de spiritualité en tant que telle, de religion, on les entend parler de politique. Ce sont des acteurs politiques. On a vu Tariq Ramadan justement au congrès de l'UEIF, il parle de la beauté de l'islam quand même, ça l'illumine, c'est quelque chose d'assez beau à voir. En même temps c'est vrai qu'il a une réponse politique et en même temps moi je comprends, il dit il faut arrêter de se poser en victime. Il faut communiquer, il faut savoir, se cultiver et il faut être fier. Oui, il dit autre chose. Parce que les parents, ils baissaient la tête. Il dit autre chose. Ouais. Je pense que vous avez dû louper une partie qui était la plus importante. Ouais. La partie que vous n'avez peut-être pas entendue, c'est quand il dit il faut que nous nous présentions comme contre-pouvoir. Et là, c'est Ramadan qui se dévoile, du coup. Parce que depuis des années, on répète que ce personnage n'est pas un théologien. On répète que ce personnage est un militant politique. Et là, dans son discours du Bourget, il le dit clairement. Dire ou appeler les musulmans à former un contre-pouvoir, c'est les appeler à se communautariser. D'autre part, c'est aller vers une sorte de confrontation idéologique, là aussi, entre cette communauté qu'il appelle de ses voeux et la communauté nationale. D'accord. Et c'est de ce point de vue, excusez-moi, que ça devient un idéologue et un gourou. Tariq Ramadan est un gourou qui est en train d'instrumentaliser l'islam depuis des années. On part pour une longue route vers Marseille. C'est le moment de vérifier dans les roches. On nourrit un sentiment de résistance, un sentiment de contre-pouvoir. Mais les contre-pouvoirs assumés, le contre-pouvoir, un contre-pouvoir serein. Et ce contre-pouvoir-là, je suis un contre-pouvoir, celui de l'éthique, celui de la résistance noble du verbe français. Des allusions au contre-pouvoir, il y en a une bonne douzaine. Comme ça, sans explication supplémentaire, comme une incantation. On arrive à Marseille et on va souffler un peu. Voici une ville qui a toujours su organiser le dialogue entre les religions. Responsables juifs, musulmans et chrétiens se retrouvent régulièrement pour dialoguer, pour trouver des solutions, afin de vivre ensemble. Nous venons parler de religion, et à Marseille, la tchatch, c'est un art. Mesdames, vous venez parler avec moi de religion? Monsieur, on parle de religion, vous venez avec moi, non? Et si vous parlez, moi je vous donne un petit à la menthe. Hein. Bonjour monsieur, vous voulez vous asseoir avec nous pour parler de l'islam? De l'islam et d'autres religions. On peut parler d'autres religions. D'autres religions. Je suis votre invité. Alors, je vous dois combien pour le thé? Ah non, c'est gratuit pour le thé. Non, le thé, madame. Attendez, je rentre dans une mosquée, c'est chez moi. Ouais. Ben oui. Je rentre dans une église, c'est chez moi. C'est la maison de Dieu. Je rentre dans une synagogue, je suis bien. Là où je suis chez moi. Ouais. Quand j'ai parlé une fois avec un curé, il m'a dit mais c'est extraordinaire. Ouais. Et c'est vraiment vrai ce que je vous dis. Où je suis très, très, très bien. Je rejoins vos idées. Ouais. Parce que la meilleure des religions, c'est de semer l'amour pour récolter la vie. Exactement. Voilà qu'est-ce que c'est. Je suis d'accord avec ce cher monsieur parce que lui il est pratiquant, moi aussi je suis pratiquant, je crois en Dieu. Ouais. Et pour moi l'islam ça m'ouvre les portes du bonheur, ça m'ouvre les portes, du bon. Ouais. Il y a un péché et un droit. Un droit ça veut dire ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire c'est le péché. Ouais. C'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, vous faites pas la prière, vous croyez pas en Dieu, pour ça c'est péché ça. Mais la prière, c'est pas parce que les gens ne prient pas qu'ils ne croient pas et qu'ils ne font pas le bien autour d'eux. Par contre, bonjour, vous voulez vous asseoir? Asseyez-vous, rapprochez-vous pour qu'on soit pas trop loin. Rencontrer plusieurs musulmans pour faire la prière avec eux, c'est très bien. Moi je trouve ça très bien, je suis d'accord avec tous les musulmans. Est-ce que vous êtes d'accord avec les non-musulmans? Non-musulmans, pas vraiment. Pourquoi?
Oui, allez-y, oui. Bien sûr qu'on est d'accord avec les non-musulmans. Ouais. Mais parce que même l'islam, il dit ça, il dit il que... est tolérant. Voilà, il y a de la tolérance, on doit respecter les autres religions. Mais dès que les autres, les non-musulmans, ils arrivent à assimiler, à bien comprendre l'islam, c'est-à-dire en fait, ils peuvent se convertir automatiquement. Et s'ils veulent pas? C'est pas une obligation. Ah, voilà. D'accord. C'est vrai que le Dieu, il le note, c'est que tout le monde doit se convertir. Tout le monde, dans l'islam, c'est noté, tout le monde doit être musulman. Bah non, moi, j'ai pas envie, moi, de me convertir à l'islam. Vous comprenez ça? Oui, vous êtes libre. Ah, vous voulez pas me forcer, quoi. Non, on est d'accord. On ne peut pas critiquer. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Quand une personne croit en son Dieu et vous dit que c'est la seule voie, c'est énervant pour un mécréant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque musulman est un missionnaire. C'est exactement comme les chrétiens, quand ils ont accompagné par exemple la colonisation. Convertir est un devoir pour chaque fidèle. J'espère que vous allez parler bien sur l'islam, non? Dites que la vérité, simplement. Mais c'est dur la vérité. C'est vrai, ouais. On va essayer. La vérité, c'est impossible en journalisme. Seul Dieu détient la vérité. Et c'est d'ailleurs ça, le problème. On vient voir un curé des quartiers de Marseille, un père blanc. Historiquement, ils sont des missionnaires du catholicisme, toujours bien implantés en Afrique. Bienvenue. Merci, merci. Ils connaissent bien la civilisation musulmane. Là-haut, c'est écrit « Je suis le Christ, la vérité et la vie ». Ah ben oui, c'est une parole très importante. Hein. Oui, mais il dit « Je suis la vérité ». Quand on voit les musulmans, ils nous disent « On a la vérité ». Oui, ils le disent aussi très fort, peut-être encore plus fort que nous. Ouais. C'est ça, pourquoi ils le disent plus fort que nous? Je ne sais pas, parce qu'il y a une espèce de concentration sur le Coran avec le sentiment que c'est la parole définitive de Dieu dans son intégralité, hein, puisque Mohammed ne serait qu'un simple haut-parleur qui ne fait que transmettre la parole de Dieu. Alors il y a une espèce de sacralité du texte, de la parole, qui fait qu'ils ont peut-être encore moins de recul que nous par rapport à ce que nous appelons la vérité. Et il y a à la fois des lectures très traditionnelles, peut-être même un petit peu figées, et puis il y a un certain nombre d'auteurs qui cherchent à renouveler un petit peu le débat, hein, et renouveler la lecture du Coran. Au fond, on dirait en termes chrétiens, distinguer l'esprit et la lettre. Hein. Les chrétiens, jusqu'au 15e ou 16e siècle, au moment de la Saint-Barthélemy, il y avait une grande intolérance. Absolument. Le christianisme a été violent à un moment donné. Le christianisme a été extrêmement violent. Ouais. Et il y a eu des guerres de religion terribles entre catholiques et protestants. Et maintenant, on s'entend très bien. Hein. Il y a même une espèce d'enrichissement mutuel. Et j'y pense de temps en temps, en me disant, est-ce qu'un jour, avec l'islam, on n'arriverait pas à des rapports beaucoup plus apaisés, en disant, mais regardons-nous mutuellement, accueillons-nous dans nos différences. Mais est-ce que l'islam n'est pas au moment justement où nous étions, au 15e siècle? Parce que si on compte les dates, on y est, quoi. On peut dire que l'islam n'a pas encore complètement assimilé la modernité. Ça lui est beaucoup plus difficile que pour nous, parce que nous, la modernité, on l'a vécu de l'intérieur. Il y a eu une espèce d'évolution endogène, je dirais, interne au christianisme. Hein. Alors que les musulmans, en fonction des pays où ils habitaient, l'ont vécu comme une espèce d'agression venant de l'extérieur. Hein. Ils ont subi la modernité au lieu de l'accompagner. Oui, la colonisation, c'est une violence qu'on leur a faite, bien sûr. Absolument, absolument. Et on n'a pas fini de se rendre compte qu'il y avait une violence très grande dans la colonisation, bien sûr. Le père blanc ne m'a pas apporté la vérité, juste des éléments d'histoire et de réflexion. C'est comme ça qu'on peut avancer pour mieux comprendre et relativiser. Accepter les différences et en même temps affirmer des principes. Ce matin, j'ai rendez-vous à la Castellane, une cité des quartiers nord de Marseille que je connais bien. Nous allons accueillir des jeunes musulmans, des fondamentalistes, qui espèrent devenir des salafistes.
Bienvenue dans notre camping-car. Une branche minoritaire de l'islam qui calque sa doctrine sur la vie du prophète Mahomet. Comment vous êtes venu à pratiquer d'une manière assidue? Parce que visiblement vous êtes des pratiquants. Depuis quand? Et qu'est-ce qui a déclenché ça? Généralement, nos parents sont tous musulmans, donc ça a été un héritage au début. Et petit à petit, on s'est rendu compte que l'islam, c'était tout en fait. On ne pouvait pas être sans islam en fait. Avant, moi, quand je faisais pas la prière, j'étais pas comme je suis maintenant. Aujourd'hui, je suis plus apaisé, je me sens mieux dans ma peau. Il y a des trucs avant que je faisais qu'aujourd'hui je fais pas. Par exemple? Un peu de tout, ouais. Des bêtises à droite, à gauche, mais l'islam, ça te met dans le droit chemin. Ça te met dans le droit chemin que avant je jetais un bout de papier par terre, que maintenant je le fais pas. Alors vous, fondamentaliste, d'une certaine manière, il y a des choses qui vous allez arrêter. Comme bon, l'alcool, vous avez... On n'a jamais commencé. Personne n'a bu de l'alcool ici? Non. Ah, d'accord. La musique? La musique, il faut avouer qu'aussi on a été éduqué en Occident et la musique a fait partie de la culture occidentale. Mais normalement, vous devriez... La musique, c'est une distraction. Hein. Je peux pas parler en fait de la musique avec un non-musulman du même rapport avec un musulman parce qu'il y a des choses qui s'expliquent pas pour un non-musulman parce que en fait dans l'islam, il y a des hiérarchies en fait. Tu peux pas commencer à prêcher une personne en lui disant arrête la musique. En fait, il faut qu'il comprenne beaucoup de choses dans sa croyance, que machinalement, ça va venir à comprendre que la musique, ce n'est pas qu'une distraction aussi. Ça peut amener à la perdition d'une personne. Pour des questions pratiques, on va pas parler de burqa, on va pas parler de voile, on en a parlé dans le film, mais par exemple, on n'en a pas encore parlé sur l'homosexualité. Est-ce que c'est quelque chose qui, si vous avez un frère, une sœur, un ami homosexuel, est-ce que c'est un problème pour vous? D'abord, il faut savoir que l'homosexualité ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam, mais c'est quand même un péché très grave. Moi, si par exemple, comme vous avez dit tout à l'heure, si y a un membre de ma famille qui est homosexuel, je lui dirais que c'est pas bon et que dans la religion c'est interdit. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je m'écarte de lui. Ah ouais, vous ne pouvez pas vivre avec lui? Vivre avec lui, ah non, je pourrais pas. Il fera tout pour qu'il se revienne dans le droit chemin. C'est contre la création. Voilà, il n'y a pas de mots pour expliquer à un musulman que deux hommes peuvent avoir des rapports. Dans l'islam, il faut vivre avec ton temps. Ouais. Mais je vais d'abord vous dire que il y a des choses qui ne changent pas. Même selon les contextes, il y a des choses, c'est écrit, elles ne changeront pas. Maintenant, c'est l'heure de la prière, ils doivent nous quitter. Ces jeunes affirment avoir trouvé la paix intérieure après souvent une période difficile. Après le chaos, la béatitude. Un peu comme des moines avec une cité comme monastère. Alors nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais ils sont sympas, pas inquiétants. Le problème, c'est que dans le camping-car, on se sent loin d'eux et de leurs certitudes. Nous, on aime la bonne vie, une bonne bière et le rock'n'roll. Alors, on a envie de rencontrer un musulman avec qui on puisse rigoler, comme la majorité des musulmans qui vivent en France. On a rendez-vous près d'Avignon, à Sorgues, dans une cité qui va mal. Les bâtiments tombent en ruine, mais les jeunes nous accueillent bien. Celui qui nous attend est malin. Il a monté une association laïque qui rassemble des musulmans, des chrétiens, des juifs et des athées. Hakim Mimoun chante aussi du rap. Aux armes citoyens, oui. Aux armes citoyens. Ouais. On vient représenter les oubliés de l'Élysée. Il utilise la loi pour faire respecter la dignité. Et quand il n'est pas content, il porte plainte. Son dernier combat en date, des inscriptions racistes sur les murs et surtout la profanation de la mosquée du quartier. Ce qui l'a doublement fâché, c'est que personne n'en ait parlé. Elle est où cette mosquée? Parce que je vois... Elle est en face de vous, allez. Là, non. Ouais. Ça. Voilà, c'est une petite mosquée qui est dans un bâtiment. Excusez-moi, hein, je vais être un peu vulgaire, mais je vais dire ce qu'il y avait écrit. Allez tous enculer vos mères, sale bougne. Voilà. Bougne. Bougne, B-O-U-G-N-E. Ouais. Donc en fait, vous êtes un chevalier, quoi, vous?
Non, je ne suis pas un chevalier, c'est simplement qu'aujourd'hui, il faut agir. Voilà. Nous, on est une jeunesse de France, on est né ici, et on n'a pas le droit de vivre dans des conditions comme ça. On n'a pas le droit de se faire stigmatiser par des politiques ou par des chroniqueurs, disant que les Arabes et les Noirs, c'est des trafiquants. On n'a pas le droit de ne pas réagir quand on tague des mosquées dans nos quartiers. Donc voilà, c'est important, et je trouve ça scandaleux que les pouvoirs publics ne sont pas mêlés. Par exemple, dans les hôpitaux, il y a des femmes qui ne veulent pas se faire soigner par des hommes. On demande la séparation entre les filles et les garçons dans les piscines. Ça, ce sont des choses qui vont contre nos principes. Est-ce que c'est vos principes aussi? Bien sûr que c'est nos principes. Ouais. Mais après, c'est les principes de la République. Oui. Donc c'est à eux de faire respecter ces lois, qu'on n'impose rien. Mais en l'occurrence, que la République ne nous impose rien à nous aussi. C'est-à-dire de souffrir dans ces conditions. Parce que ça, ce que je vous dis, c'est pas par choix. Ils sont nés ici, moi je suis né. Vous parlez des conditions de vie là. Absolument. Ah ça vous avez raison. Ah là vous avez raison. C'est des deux poids deux mesures. Et de ne pas laisser une mosquée dans une cave. Voilà, un lieu de culte digne. Là, regardez l'islam, où c'est qu'elle est représentée à Sorgue au Griffon. C'est scandaleux. Voilà, l'intérieur c'est joli pourtant. Vous allez voir que c'est très joli. C'est toujours beau à l'intérieur. Voilà, mais regardez l'extérieur. Merci. Merci à vous. Ça y est, on arrive au terme de cette conversation sur l'islam en France. Et pour le dernier jour, il va faire grand soleil. Nous allons assister à une journée magique qui réunit musulmans, chrétiens et athées, et pas les plus idiots. Il y a la burqa qu'on voit, mais la pire des burqas, c'est celle qu'on ne voit pas, celle qu'on met sur le cerveau. Il y a de toute évidence de l'islamophobie, et l'islamophobie qui se développe de plus en plus dans notre société. Nous sommes à la mosquée de Gennevilliers, au nord de Paris. Moi, il y a un truc qui m'a passionné dans ce que vous avez dit sur le fait que, sur l'islamophobie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sentait quelque chose, en gros les gens ont peur de l'islam, et vous l'avez expliqué très bien. Je crois que les peurs peuvent être légitimes. Le problème, c'est qu'on arrive à gérer notre peur, à comprendre pourquoi, à essayer de la faire partir, cette peur. Et le problème, c'est pas d'avoir peur, le problème, c'est quand on s'enferme dans la peur, quand on en vient à rejeter, voire même à haïr. Je crois qu'il y a tous ces degrés. Mais il faut aussi que dans les communautés musulmanes, on se rende compte de la peur que l'on suscite. De même, lorsque des jeunes femmes portent des voiles, et parfois des voiles très marqués, comme on dit le voile intégral, elles peuvent le faire par piété profonde, mais elles ne se rendent pas forcément compte de ce que ça rappelle, de ce que ça ravive comme blessure dans la société française. Notamment le fait qu'à toute une époque, il y a eu une espèce de pouvoir totalitaire de l'Église qui s'est imposé. Et que petit à petit, la société a réussi à se libérer de cela. Et aujourd'hui, elle se dit, on s'est libéré d'un ordre moral qu'on nous imposait, on ne va pas en accepter un nouveau. Les Français ont réussi à contenir les religions dans la sphère privée. C'est une des plus belles victoires de notre pays. Tarek Obrou est un Français musulman, un brillant intellectuel. Formé chez les fondamentalistes, il progresse aujourd'hui vers la définition d'un islam de France. Il y a une chose que vous avez dite qui m'a vraiment marqué, vous m'avez appris des choses. Vous êtes un peu un savant, mais vous m'avez appris des choses sur les Français. Qu'est-ce que vous voulez dire la liberté pour les Français? Ben oui, il faut faire un peu l'archéologie de ce genre de concept. Parce que les termes n'ont pas les mêmes significations selon les cultures, selon les histoires. La liberté en France rime avec l'émancipation de la domination de l'Église. En partie. En partie. Ça, c'est spécifique à la France. Puisque nous sommes dans le pays le plus sécularisé du continent le plus sécularisé dans le monde. Sécularisé, ça veut dire où il y a une séparation nette entre le spirituel et le profane, le politique et le religieux, la raison et la révélation, etc. Et ça, vous dites ça aux musulmans qui sont venus vous voir, vous le dites souvent, ça? Non, j'ai le devoir de partager mon interprétation du réel, lequel réel a un impact direct sur ma façon d'exister dans ce réel. Parce que se tromper de monde, c'est se tromper de religion, en quelque sorte. Je dois éclairer en même temps les musulmans, qui parfois ont des idées très simplistes de leur religion, et très simplistes sur leur réel, sur la laïcité, sur les Français, etc.
En même temps, je dois dire également aux Français, étant moi-même français, pas moins français que les Français, de leur dire attention. Il ne faut pas que vous tombiez également dans l'erreur de la crispation identitaire sur une identité imaginée et imaginaire. Et j'ai peur que l'islam soit le catalyseur de cette crispation nationale. On a l'impression qu'une grande majorité des musulmans veulent vivre leur religion tranquillement, ça c'est clair. Qu'ils se sentent stigmatisés par les médias et par des regards qui sont simplifiés, c'est clair. On sent aussi une bonne partie de la jeunesse qui est dans une radicalité. Et ça, moi, ça me fait peur. Vous comprenez? Moi aussi, ça fait peur. Ouais. Imaginez bien que ça me pose plus de problèmes en moi qu'à vous. Pourquoi? Il vous embête? Non, parce que ça engage ma religion. Ouais. Et oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut adapter l'islam à la République? L'islam, par nature, depuis qu'il est né, il n'a fait que s'adapter au contexte historique. Pourquoi il va cesser aujourd'hui, ici, maintenant, en France, de continuer cette culture de l'adaptation? Si on veut imposer aux musulmans de France une culture d'Arabie Saoudite ou d'Afghanistan, c'est pas possible. Cette religion ne sera pas transmise à nos enfants. Mais quand on leur dit ça aux gens qui disent, par exemple, je porte la burqa parce que c'est ma religion et un imam me l'a dit... C'est trompé. Ouais. C'est gouré. Comme quoi, on peut se tromper. Ouais. Mais à quel prix? Vous lui dites quoi à elle? Généralement, ils ne viennent pas me parler. Avec une tranche comme la mienne, déjà avec une barbe comme celle-là, je ne suis pas un bon imam. Elle n'est pas assez longue. Ça commence où là? Je ne sais pas, posez-leur la question. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce que vous avez entendu à la mosquée là? Je sais pas, dans les caricatures qu'on se fait d'habitude, qu'on entend d'habitude sur les médias quoi. Ah oui, si. Il y a une chose qui m'a plu, c'est que les deux, et Christian Delorme et Tarek Oubrou, je crois c'est son nom, ils ont tous les deux placé ça dans le monde, à l'échelle de la Terre, à l'échelle de l'histoire. Et tout ça, je trouve que ça décrispe aussi tout ce qu'on se dit, quoi. Parce qu'on, c'est vrai, on est tous coincés sur ces histoires de voile, sur ces histoires de papes, sur des trucs comme ça qui sont complètement caricaturaux. Et là, d'abord, on s'en est échappé, on est parti un peu au ciel, on est parti un peu dans la vie de la cité. Moi, ce qui m'a plu en écoutant Tarek Oubrou, c'est de constater de plus en plus qu'il y a une vraie réflexion théologique musulmane en France qui émerge. Quand il a dit, effectivement, l'islam doit s'adapter à la perception, ou ça s'inscrit dans une histoire, dans une cité dans laquelle il y a une perception possible, une vision possible de la liberté, et celle de la France, c'est une liberté qui s'est construite contre les religions. Aux États-Unis, la liberté s'est construite sur la liberté religieuse des protestants qui ont quitté l'Europe. Absolument. Donc c'est vrai que ça, c'est important qu'ils rappellent ça. Voilà. Même pour nous, moi je trouve que... Moi, il m'a éclairé là. Oui, voilà. Moi aussi. Hein? Religieux et laïcs, nous sommes tous figés dans nos positions. Alors ne pas bouger, ne pas essayer d'évoluer, c'est laisser progresser ceux qui prétendent à la vérité ou qui ont intérêt à attiser les haines. En France, nous sommes encore majoritaires à vouloir un monde où Dieu reste dans l'intime. Mais nous sommes prévenus, il faudra se battre, et quelquefois contre soi-même, pour conserver cette particularité mondiale, la laïcité à la française. Pas un foulard qui va menacer, ni une burqa qui va menacer la démocratie française. Ça, c'est de la démagogie politicienne. Parce que le vrai problème, c'est l'économie, c'est le chômage. Le religieux n'est que ce grain de sable qui parmi d'autres, qui vient dans ce vide politique, ce vide de projet. Oui, vous faites de la politique, là. Je suis un citoyen. Ouais.
Je suis concerné. Je paie mes impôts. J'ai des enfants. Je pense à leur avenir. Tout simplement. Mais voilà. Je suis capable de sécularisation. Vous êtes bien français, merci. Merci à vous. Merci.